Bonjour à ceux qui sont déjà présents. On va se permettre en fait d'attendre un tout petit peu ceux qui viennent de se connecter, qui se connectent actuellement, puisqu'il y a toujours quelques soucis de connexion de dernière minute. Donc on va se permettre d'attendre 1 ou 2 minutes. Voilà. Parce que certains vont se connecter aussi en cours de route. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai des connexions qui n'apparaissent pas. Mais c'est bizarre, il y a des connexions qui n'apparaissent pas. Encore attendre une petite minute, il est 10h01. Tac, tac. Dernière lecture. « 10h02. Donc on va se permettre de commencer pour ne pas perturber trop le déroulement de cette présentation webinaire. Donc, je vais donc activer ma caméra et vous souhaiter donc la bienvenue et le bonjour pour ce webinaire donc qui commence. Donc vous avez vu, donc merci de couper donc vos micros et donc vidéos pour ne pas perturber en fait le fonctionnement de Teams surtout. Et vous pouvez donc vous connecter en cours de route s'il y a lieu pour certains. Nous allons donc aujourd'hui avoir un webinaire sur la fabrication additive impression 3D thermoplastique métal sur machine de fabrication française. C'est là où j'insiste beaucoup, c'est une machine de fabrication française et nous allons avoir tout loisir donc d'avoir Monsieur Pérez pour nous parler de ça et avoir donc toutes les informations autour de ces machines de fabrication française, donc d'impression 3D. Dans un premier temps, je vais faire un petit laïus donc sur le programme, le déroulement, on va dire, de ce webinaire. Donc, nous aurons, à la suite de mon introduction, une présentation des entreprises, on va dire, hein, de M. Guilhem Pérez, donc, qui est gérant de ces sociétés. Brièvement, et donc un état de l'art de l'impression 3D, donc les perspectives d'avenir sur cette impression 3D, lui et son équipe, et naturellement une présentation à la suite donc des 3D, donc de fabrication française. Je pense que l'intérêt se porte beaucoup là-dessus pour les participants. Vous pouvez donc dès maintenant poser les questions sur le chat, donc dans conversation, et puis on reviendra à la fin de la présentation sur ces questions et on jouera le jeu de questions-réponses
avant de conclure, ce webinaire. Je vous rappelle donc que ces webinaires sont organisés dans le cadre de l'industrie du futur, qui est bien structuré. Donc, dans ce cadre de l'industrie du futur, on peut s'informer sur les leviers de la modernisation, hein, en établissant des recherches. Aussi, on peut s'appuyer sur des offreurs de solutions, on va y revenir, hein, faire des recherches d'aide financière. Et sachez que nous, CCI, avec divers partenaires, on peut naturellement venir vous aider dans ce sens. Et puis tout ça pour que les entreprises aussi s'engagent dans une démarche promotionnelle de l'excellence de l'industrie française au travers d'un label qui a été mis au point, et peut-être certains d'entre vous en font partie, de la French Fab. Nous avons naturellement un collectif d'acteurs régionaux assez importants, engagés pour l'industrie du futur. Ils sont présentés ici sur ce slide. Et vous avez naturellement BPI France, vous avez Clarté à Laval, vous avez Technocampus à Angers, l'UIMM, WeNetwork à Angers, Proxinov à La Roche-sur-Yon, Menuiserie Avenir à Cholet, et j'en passe, et je dis toutes les acteurs régionaux qui sont cités ici, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Naturellement, je vous ai parlé d'accompagnement, et la CCI, naturellement, peut vous accompagner sur divers points, hein. On s'appuie notamment sur le groupement Alliance Industrie du Futur. Donc, pour répondre à vos questions, c'est quoi l'industrie du futur? Parce que c'est quand même un vaste domaine, mais qui est structuré, et ça, vous pouvez avoir avec nous des rendez-vous individuels pour faire des approches et vous expliquer un petit peu le contenu de l'industrie du futur. On a la possibilité aussi, et je vous ai mis les liens, et on vous donnera en fait l'ensemble des PowerPoint à l'issue de cette présentation. Vous avez des autodiagnostics, flash numérique, robotique industrielle, cybersécurité, et ça, ce sont des autodiagnostics que vous faites vous-même, et à la suite de ça, naturellement, un conseiller peut venir vous voir, ou prendre en rendez-vous, soit en présentiel, soit en visio, etc. Alors, j'ai omis une petite chose tout à l'heure, très importante quand même, c'est que ce webinaire est enregistré, via notre plateforme. Donc, je voulais quand même le préciser. J'ai oublié cette petite remarque très importante. Vous avez aussi la possibilité, et c'est un dispositif qui est pris en charge à 100% par la CCI, ça s'appelle DigiPilote Industrie du Futur et Cybersécurité. Donc ça, vous pouvez contacter un conseiller industrie du futur, et je vous donnerai à la fin de ce parcours les références de vos conseillers par département des Pays de la Loire. Très important, hein, ça donne une image de votre entreprise au travers de certains points et certains objectifs. Donc, c'est un outil d'évaluation, hein, pour identifier vos axes prioritaires. On en fait déjà actuellement, et ceci, en fait, apporte nombre d'informations aux différents interlocuteurs. Vous avez l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, mis en place par les Pays de la Loire, donc avec le soutien de Solutions Co.
Un financement donc, financement et conseil, hein, permettent aux PME de s'engager dans une démarche concrète de modernisation qui se fait en plusieurs volets. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, naturellement, nous pourrons converser sur ces produits ultérieurement. Dynamique industrie du futur, intégrer de nouvelles technologies et repenser des modes de production. Ceci se fait sur plusieurs mois en lien avec des experts, hein, des experts. Vous avez aussi donc pour les Pays de la Loire le VTE, volontariat territorial, donc qui permettent aux entreprises industrielles de se donner de nouvelles compétences. Hein, et Dieu sait qu'actuellement, c'est assez compliqué pour avoir des compétences. Donc, c'est subventionné d'un montant de 4 000 €. À souligner que vous pouvez aussi bénéficier de VTE, donc BPI France, qui vient se greffer sur cette subvention d'un montant de 4 000 € et qui est aussi un montant de 4 000 €. Ceci donc peut vous monter une aide à 8 000 € pour les deux VTE. Pays de Loire Investissement Numérique, qui est déjà déployé depuis pas mal d'années, hein, pour les entreprises de moins de 50 salariés, dans une démarche d'acquisition de nouveaux outils et une aide, donc 30% plafonnée à 15 000 €. Donc, pareil, avec l'aide de Solutions Inco, nous pouvons venir vous voir et parler de tout ça. Vous avez aussi les offreurs de solutions. Trouver une solution pour réaliser la transformation numérique de votre outil de production grâce au répertoire en ligne. C'est un répertoire en ligne. Vous pouvez aussi devenir offreur de solutions, hein, voilà, sous certaines conditions. Et nous avons aussi le PAC ERP, un accompagnement du conseiller industrie du futur, qui est présent aujourd'hui d'ailleurs, dans votre projet d'intégration d'un ERP, et ceci donc sur plusieurs jours. Donc je ne vais pas continuer tout dans le détail parce qu'il y a de nombreux produits. L'idée, hein, c'est que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous et travailler sur ces différents outils et d'autres outils, notamment puisqu'on a aussi le développement durable, l'économie d'entreprise, etc., etc. Vous avez dans de ces derniers slides ici l'ensemble donc des référents en Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire, en Mayenne, en Sarthe et Vendée. Et vous voyez que nous sommes bien lotis en Maine-et-Loire puisque nous avons 2 conseillers à votre disposition. Voilà, merci de votre attention pour cette introduction. Je vais donc maintenant laisser la main à Monsieur Pérez pour sa présentation. Et donc, il va faire donc sa présentation, son introduction, la présentation de son entreprise et le reste du déroulement. Je vous laisse la main, Monsieur Pérez. Oui, tout à fait. Vous m'entendez, voilà. Stéphane, c'est bon? Oui, je vous entends. Pas de souci. Écoutez, je vous remercie déjà pour votre, merci pour votre propos liminaire exhaustif. Je prends note que nous sommes enregistrés, donc j'essaierai de ne pas dire trop de bêtises. Donc, bienvenue à toutes et à tous sur ce webinaire concernant la fabrication additive polymère et lit de poudre. Moi-même, Guillaume, donc, je suis le gérant de la société Emotion Tech, créée en 2012, et directeur général de la société Adimetal, qui est une start-up créée en 2021. Emotion Tech, depuis 10 ans maintenant, fabrique et conçoit des imprimantes 3D, donc des machines de fabrication additive polymère, donc la technologie de l'extrusion que l'on voit assez fréquemment, puisque c'est aujourd'hui la technologie la plus répandue. Et Adimetal, elle, est une structure qui est en pleine conception, en fait, en plein développement d'un prototype d'une machine Metal Binder Jetting. Donc, c'est une technologie sur laquelle je reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer le fonctionnement et qui a pour vocation d'imprimer donc des pièces métalliques. Alors, donc c'est un webinaire qui durera entre 30 et 45 minutes. C'est un webinaire que j'ai fait exclusivement pour vous, spécifiquement pour vous, donc je ne l'ai encore jamais fait, je ne connais pas exactement la durée. Puis on prévoit entre 15 et 20 minutes après de questions sur les différents use cases que je vous présenterai. Donc, comme mentionné Guillaume Pérez, c'est un webinaire en collaboration avec la CCI du Maine-et-Loire sur proposition de Monsieur Lebuff que j'ai rencontré donc, lors du salon du virtuel à Laval
cette année, qui m'a proposé, donc, en partenariat, de faire ce webinaire pour mettre en avant effectivement de la fabrication française, puisque toutes nos machines, que ce soit chez Emotiontech ou chez Adimetal, sont des machines fabriquées et conçues en France. Donc, je vous présenterai deux technologies, le FDM, comme expliqué, la technologie la plus répandue, ce qu'on appelle le Fused Deposit Modeling. Donc, c'est le dépôt de matière en fusion, on fait fondre du plastique qu'on va superposer sous forme de couche pour créer l'objet. Et le binder jetting, qui est une technologie pas récente, mais qui est une technologie par contre émergente dans la fabrication additive métallique, puisqu'aujourd'hui il y a d'autres technologies et celles-ci présentent des avantages, certes des inconvénients aussi, mais des avantages par rapport aux autres. Donc on va parler principalement de polymères plastiques, thermoplastiques, thermoplastiques composites également, et de métaux, notamment le 316L, qui est la matière de prédilection du binder jet. En quelques chiffres, donc je vais vous présenter la société Emotiontech. Donc c'est une société qui est créée en 2012. Nous travaillons sur la technologie du FDM, que l'on nomme aussi parfois FFF ou FFM. Ce sont des garde-chapelles à propos des brevets qui diffèrent par des toutes petites choses. Donc ils ont des noms différents, mais globalement ça revient à la même technique. On a du filament plastique que l'on entraîne au travers d'une buse chauffée, et en extrudant ce filament, on dépose des couches très fines. En superposant ces couches, on crée l'objet. Donc, quelques chiffres. Emotiontech, depuis 2012, a vendu plus de 25 000 machines. Il faut savoir qu'initialement, nous travaillions sur des marchés de particuliers. Donc, on vendait des machines situées entre 400 et 1000 euros. C'est une activité qu'on a toujours, mais depuis 2018-2019, on s'est orienté vers l'industrie, et notamment avec des machines beaucoup plus grosses, beaucoup plus adaptées à de la production en série, ou de la production, en tout cas, en continu 24 heures sur 24. Emotiontech occupe un local de 800 m² de bureaux, d'assemblage et de stockage. En 2017, nous générions alors 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires sur la partie des particuliers. Aujourd'hui, c'est une activité qui est un peu en baisse, du fait notamment de la concurrence de l'Asie du Sud-Est. Et nous orientons donc vers l'industrie, marché sur lequel nous réalisons environ 800 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, nos métiers, comme je vous l'expliquais, une gamme de B2C, donc pour particuliers, qui est la gamme Micro-Delta. Ce sont principalement des machines en kit. Donc, au travers de l'assemblage de ces machines, on va faire de la pédagogie. On va aborder des sujets sur la mécanique, l'électronique, etc. Vraiment vocation éducative ou alors pour particuliers. La gamme B2B, donc la gamme des stratos que je vous présenterai par la suite, qui sont des machines... Monsieur Pérez, excusez-nous, il n'y a pas de présentation qui est visible. Ah, vous n'avez pas les slides ? Vous entendez ? Oui, oui. Alors, on n'a pas l'écran. Vous n'en avez eu aucun depuis le début, enfin, sur les deux slides? Non, non, on vous voyait bien, mais on ne voyait pas la présentation. C'est déjà un bon point. Ouais. Alors. Bon. Voilà, ça y est, ça arrive. Ah, non, là, ça devrait arriver là. Ouais. Et alors, en plein écran. Que vous la voyez apparaître. Voilà. C'est bon, là. C'est bon? Voilà, c'est bon cette fois-ci. Voilà. On va reprendre un petit peu. C'est du fait de mon grand âge, j'ai des petits soucis avec l'informatique. Voilà, donc je reprends. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, excusez-moi. Donc, comme je l'expliquais, voilà la slide sur laquelle j'étais en train de parler. Donc, en fait, c'est une slide qui présente la société Emotiontech. Je vais juste récapituler très vite. Créée en 2012, 10 ans d'activité. On a vendu plus de 25 000 machines. Un CA réalisé de 1,5 million sur la partie B2C, de 800 000 euros sur la partie B2B. Puisqu'aujourd'hui, nous avons deux gammes de machines pour les particuliers et l'enseignement et pour l'industrie. On fait également de la fabrication à la demande. Prototypage sur demande. Généralement, l'intérêt de faire de la fabrication à la demande chez nous, c'est le volume de nos machines, puisque nous avons des machines assez volumineuses qui permettent de fabriquer des pièces assez volumineuses. Si jamais des besoins se font sentir, n'hésitez pas à nous contacter à ce propos. On fait également de la conception et du développement sur mesure de mécanique et d'électronique, toujours dans le domaine de la robotique. On citera notamment des clients comme Biomérieux, pour lesquels on développe des machines de posage ou des machines 3 axes, en fait, qui sont basées sur nos imprimantes 3D. Mais qui vont leur permettre de réaliser des opérations de remplissage d'éprouvettes. Nous sommes une société qui emploie 12 personnes, donc 4 ingénieurs dans le bureau d'études, 4 techniciens
pour la formation et pour le support technique, 3 commerciaux et un poste en logistique. Et nous sommes présents dans certains pays européens, en tout cas les plus intéressants pour nous. Vous pouvez les voir sur la carte qui est en bas à droite. Donc, en quelques dates, Emotion Tech est créé en 2012. Comme je vous l'expliquais, originellement, nous travaillons sur le marché du B2C, notamment au travers de machines en kit. Donc, l'utilisateur, l'acheteur recevait un carton avec différents éléments, électroniques, mécaniques, ainsi qu'un manuel. Et au travers de l'assemblage de la machine, une dimension pédagogique, donc de mécanique, de programmation, etc., qui réservait ce matériel notamment à l'enseignement ou aux particuliers. En 2015, nous commercialisons la Microdelta, qui est notre première machine assemblée et en kit, puisqu'on a commercialisé sous les deux formes, au prix de 400 € TTC. 2015, c'est une époque où la fabrication additive commençait à se répandre en France. C'est un phénomène qu'on voit apparaître au début de 2010, suite à la tombée dans le domaine public de pas mal de brevets. Et dès 2015, en fait, des petites sociétés comme la nôtre pouvaient déjà maîtriser cette technologie et proposer des choses à des tarifs relativement imbattables, puisque 400 € TTC, en fait, c'était le tarif de base d'une imprimante 3D, et chez nous, ou alors en importation. En 2018, Emotion Tech fait peau neuve. On commence le développement de notre gamme B2B, et pour ce faire, donc, on investit un local de 800 m² en banlieue toulousaine. Également, on change notre charte graphique, notre logo, pour arriver donc à la commercialisation de ces machines-là. Donc sur la gauche, la Dual 600, qui est aujourd'hui notre best-seller. C'est une machine industrielle de grand volume, avec de la bi-extrusion, une chambre de rétention de chaleur qui va nous permettre d'aller travailler des matériaux techniques, tels que des composites chargés en fibre de verre, en fibre de carbone, ou alors des matériaux à fort retrait, tels que l'ABS, le polycarbonate, et même certains matériaux haute performance, qu'on appelle notamment le PEC, le PEKK, qui sont des matériaux à très forte tenue en température et à très forte résistance mécanique. C'est une machine qui permet d'imprimer des volumes de 600 mm en largeur par 400 en profondeur et 500 en hauteur, ce qui dans ce segment commence à faire déjà des volumes un peu importants. Il existe des choses encore plus gros en termes de volume, mais disons que ce qui est posable sur un bureau ou dans un atelier facilement, 600, 400, 500, on parle déjà de gros volumes. Et très récemment, début 2021, nous avons sorti la Strateo IDEX 420, qui est la petite sœur de la Dual 600. Dans le principe, elles ont l'air de se ressembler énormément, mais pourtant, la IDEX 420 a un volume d'impression qui est plus faible, puisqu'on va travailler sur 420 mm en largeur, 320 en profondeur et 500 en hauteur. Elle a par contre pour particularité de pouvoir travailler sur 2 objets en même temps, puisqu'elle embarque 2 outils pouvant travailler en parallèle et ainsi accélérer les rythmes de production. Donc c'est une machine qui est plutôt orientée production, quand la Dual 600, la première machine, elle, est plutôt orientée vers du volume et du prototypage de pièces conséquentes. Donc c'est une machine, la Dual 600, qui est commercialisée aujourd'hui au prix de 14 000 € hors taxe, ce qui, dans ces gammes de volume, en fait, se positionne plutôt sur du bas coût, en tout cas sur les machines européennes. J'entends, on peut toujours trouver moins cher en Chine. Et aujourd'hui, sur des machines fabriquées en France, on est plutôt sur des entrées de gamme en termes de prix. La IDEX 420, donc sa petite sœur, elle est commercialisée au prix de 7 000 €. 7 000 € hors taxe depuis 2021, ce qui la positionne également en fait en face de machines concurrentes type Ultimaker ou BCM 3D en Europe. Et ce qui en fait également un rapport qualité-prix très intéressant. On n'est pas sur de la machine de bureau à 400, 500, voire 2 000 €. C'est de la machine industrielle, avec des fonctionnalités industrielles, énormément de redondance dans les différents capteurs. Et dans ces gammes de prix, en fait, on se positionne relativement aussi en entrée de gamme, pour des performances assez impressionnantes, assez importantes par rapport au tarif. Je vous ai prévu une petite vidéo pour vous montrer un peu la Strateo. Je vais commencer de suite en espérant que le son... Pas le son là, je crois. Alors. Ouais. C'est un switch de choix à faire sur Teams. Je vous demande un instant. Réussi tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est le problème de Teams. Ça devrait être bon. Bon, vous ne ratez pas grand-chose si ce n'est musique d'accompagnement. Voilà, parfait. Alors, on observe bien que c'est de la dual extrusion, puisque vous observez la pièce en rouge et en blanc les supports d'impression qui sont soumis à la suite, qui vous permettent d'imprimer des pièces
Donc voilà, petite vidéo de présentation, vous présentant la machine, donc notre conception. Comme je vous l'ai expliqué, fabrication française, nous concevons de la mécanique à l'électronique en passant par les différents logiciels que vous avez pu voir intégralement chez nous à Toulouse. Le FDM, donc la technologie dont on vient de voir la vidéo, Fuse Deposition Modeling, c'est une technologie qui est relativement facile à mettre en œuvre, en fait, qui a aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine d'années. Donc c'est une technologie qui n'est pas récente, qui est relativement robuste, qui offre une large gamme de matériaux, puisqu'on va travailler sur des matériaux thermoplastiques, certes, mais différents thermoplastiques. Donc ça va du PLA en passant par l'ABS, le nylon, le polycarbonate, à différents types de composites, des nylons chargés en fibre de carbone, en fibre de verre. Donc c'est une des technologies qui offre la plus grande variété de matières, qui est très facile à mettre en œuvre, qui est robuste, mais qui a pour inconvénient d'être finalement assez peu esthétique, puisque les couches que l'on va superposer mesurent entre 0,1 mm et 1 mm. Donc c'est quand même relativement grossier, c'est quelque chose que l'on peut toujours percevoir à l'œil, 0,1 mm, 100 microns, ça se perçoit à l'œil et au toucher. Et c'est une technologie qu'on dit relativement imprécise, alors surtout en termes mécaniques, puisque très grossièrement, on dit qu'on est précis de l'ordre du dixième de millimètre. En fait, on respecte une norme qui s'appelle la norme ISO 2768, donc la tolérance générale de la mécanique. On est classé MK, ce qui est en fait assez grossier pour de la mécanique. Aujourd'hui, même si on s'arrête à 0,1 mm de positionnement, 0,1 mm en mécanique, c'est quand même quelque chose d'assez grossier, puisqu'on va chercher à aller sur des résolutions inférieures à quelques 20-50 microns. Donc c'est quand même une technologie qui est plutôt orientée pour du prototypage, plus que pour de la pièce mécanique. Et pourtant, néanmoins, je vous ferai voir un peu plus tard dans les use cases que l'on peut en faire et qu'on peut faire des choses mécaniquement viables et utilisables avec cette technologie du FDM. Adimetal, donc quelques mots sur Adimetal. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est une start-up créée en janvier 2021. Lauréat d'un contrat de recherche via France Relance. Donc, on travaille notamment avec le CIRIMAT, laboratoire toulousain, mais également avec le CETIM, qui est un centre de transfert de technologie. Et également, nous sommes aujourd'hui en course pour la mi-2030, puisque notre projet est prévalidé, que nous allons pitcher en juillet à Paris auprès de BPI pour du financement. Financement du projet donc indiqué ci-dessous. Pour 2022, aujourd'hui, donc la machine est conçue, elle est en fonctionnement. On entame en octobre une phase de bêta-test avec certains clients qui ont été triés sur le volet. L'idée, c'est de qualifier au plus tôt le 316L, donc qui est un grade d'acier particulier. Sachant que nos clients, nos bêta-testeurs, en tout cas, eux, ont des besoins différents et vont travailler sur d'autres types de matières. Typiquement, le CIRIMAT à Toulouse travaille plutôt sur des matériaux céramiques, puisque la technologie que l'on développe, le binder jetting, permet une grande modularité dans les matières qu'elle travaille. Donc pour 2022, sourcing fournisseur matière, voilà l'objectif. Sourcing également des fours, puisque c'est une technologie qui va s'adosser à des fours de fritage. Et objectif fin 2022, la levée de fonds pour pouvoir continuer le développement de cette machine. En 2023, on envisage d'offrir une solution complète, donc c'est-à-dire une machine avec une qualification sur plusieurs matières. Et donc la machine de fabrication additive, l'imprimante que nous on fabrique, ainsi que le four de fritage, qui est un partenariat avec un industriel français. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir une solution complète, fabriquée en France, avec toute la chaîne de valeur maîtrisée, de la matière en passant par le hardware. Et donc toujours aller plus loin sur les qualifications de matière. L'inconel et le titane, puisque nous, en région toulousaine, bassin industriel, aéronautique, on a énormément de demandes sur ces matières-là également, et sur la céramique, puisque certains de nos clients travaillent déjà sur cette matière et cherchent à faire migrer notre solution vers ce type de matériaux. Aujourd'hui, Adimetal, ce sont 4 collaborateurs, 4 membres dans le BE, un administratif et un commercial. Donc 5 collaborateurs en tout, puisque l'administratif fait également partie du BE. À terme, recrutement pour la fin de l'année. L'idée, c'est de grossir le BE de façon à avoir une équipe plus complète, notamment pour le développement de ces matières autres que le 316L. Bon, très brièvement, je ne sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça, mais c'est notre calendrier de développement. Aujourd'hui, nous sommes début juin. Ça correspond au prototypage structurel de la machine. On est un petit peu en avance, donc la machine est déjà prototypée. Et on commence en fait aujourd'hui on fait les essais d'étalement de poudre.
puisque le binder jetting, c'est une technologie, on va y venir après, qui consiste à étaler des poudres métalliques sur un plateau et y projeter des liants, donc des espèces de colle, et superposer des couches ainsi de suite pour créer l'objet. Aujourd'hui, le gros du travail dans la recherche, il est sur le liant, donc la colle que l'on projette, et sur le lit de poudre, la densité et l'homogénéité du lit de poudre que l'on va étaler, puisque c'est cette densité et cette homogénéité qui va faire la résistance mécanique de la pièce et la densité de matière comprise dans la pièce. Alors, le binder jetting par étapes. Alors, je n'ai pas mis les crédits sur ces photos qui viennent de chez Markforged. Il faudra que je les mette après sur le PDF qu'on vous enverra. Donc, par étape, le binder jetting, l'idée est qu'on dépose, vous voyez de la gauche vers la droite, un lit de poudre métallique. Donc, ce sont des lits de poudre qui vont mesurer entre 0,05 et 0,1 mm d'épaisseur, donc 50 à 100 microns, d'un panachage de différentes poudres métalliques, enfin d'une poudre de 316 L, avec une granulométrie très précise. Et par la suite, on va venir en fait avec des têtes d'impression projetées sur ce lit de poudre du liant, donc une espèce de colle, qui va agglomérer les particules métalliques entre elles. On réétale un lit de poudre par-dessus en étape 4, et en étape 5, on recommence le process, on réétale de la colle, puis on remet un lit de poudre, puis on remet de la colle. Et vous voyez que dans ce bac de construction, l'objet va être mélangé dans la poudre et va apparaître. Sur le schéma d'en bas, donc on distingue effectivement deux bacs. Sur la gauche, vous avez un bac de réservoir. Sur la droite, vous avez le bac de fabrication. On récupère la poudre du bac de gauche vers le bac de droite avec un système de rouleau et de lames de rasoir pour étaler la poudre. Et au fur et à mesure que le bac de gauche monte, la poudre est réétalée dans le bac de droite et le bac de droite descend de façon à pouvoir niveler le niveau de l'objet. Une vidéo parlant mieux qu'une explication. Je vous invite sur la diapositive suivante, à visualiser cette vidéo qui a été faite par le C-Team. Nous sommes en partenariat avec le C-Team aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de récupérer leurs vidéos, notamment sur la partie étalage des poudres. Ils nous amènent du transfert de technologie à ce niveau-là. Alors cette vidéo n'a pas de son, pour le coup. Ce n'est pas très grave, puisque l'intérêt, ça va être de voir un peu déjà la modélisation, l'intérêt de cette technologie, et puis par la suite le fonctionnement de la machine en elle-même. Donc c'est une technologie, comme vous pouvez le voir, qui permet d'imprimer en volume et sans support. Traditionnellement, on a besoin d'imprimer à partir de la base du plateau. Avec cette technologie-là, on peut imprimer sur l'intégralité du volume en superposant les pièces les unes sur les autres, ce qui en fait une technologie assez adaptée à la production en série. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'étalement de la poudre. Donc la machine étale le lit de poudre, et là, par la suite, une tête d'impression vient déposer donc le liant, le fameux liant qui va agglomérer les différentes particules métalliques. Et ainsi de suite, on repasse une épaisseur de poudre que l'on tasse au maximum de façon à avoir un objet relativement dense. Et on repasse ensuite une couche de liant. En fin de process, on sort donc un bloc de matière que l'on va dépoudrer dans une unité de traitement, dans une unité de retraitement et de recyclage, puisque toute la poudre non utilisée va être récupérée pour de prochaines impressions. Et comme vous pouvez le voir, noyées dans la poudre, les pièces, ce qu'on appelle les pièces vertes sortent. Donc les pièces vertes sont des pièces qui sont encore relativement fragiles, qui ont déjà la forme, qui ont déjà qu'il faut nettoyer, qui ont déjà le dimensionnel, et que l'on va après passer en consolidation dans un four de fritage dont je vous parlais. Le fritage, c'est une opération qui consiste en fait à monter en température, à quelques degrés en dessous de la température de fusion, à une température où les pièces, en fait, où la matière va commencer à se modifier et s'agglomérer. Notamment à ses extrémités, se fondre pour que les molécules s'agglomèrent entre elles et donner la forme et la résistance finale aux pièces fines. Voilà pour le binder jetting. Les avantages et les inconvénients, donc comme je vous l'ai expliqué, une large gamme de matières, puisqu'on va travailler non seulement du métal, nous le 316L, l'inconel, le titane, mais on peut également aller travailler des matières céramiques et également des matières polymères, puisque c'est une technologie, en fait, à partir du moment où on dispose des fours de fritage qui peuvent atteindre les températures de fritage des matières que l'on utilise, 1400 degrés pour l'acier, quelques centaines de degrés pour les polymères, 8 à 900 degrés pour les céramiques. On va pouvoir travailler sur différentes matières, donc une technologie très modulaire.
Également, son volume utile exploitable, comme vous pouviez le voir sur la vidéo, le fait de pouvoir superposer les pièces, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de technologies, en fait, ce qui est le cas uniquement des technologies à base de lit de poudre. On peut superposer les pièces et donc on peut utiliser l'intégralité du volume et donc mieux amortir le coût de production de ces fameuses pièces. Et donc également, pas besoin de support, puisqu'aujourd'hui, dans la fabrication additive, quand on fabrique une pièce, on se confronte toujours à certaines contraintes physiques, notamment la gravité, qui fait qu'une pièce en porte-à-faux avec du verre va être complexe à imprimer, puisqu'il va falloir soutenir les parties en dessus du vide, généralement avec de la matière support qui va être soluble après ou nettoyable. Là, avec cette technologie de binder jetting, on n'a pas besoin de matière support, puisque c'est le lit de poudre lui-même qui constitue le support de la matière. Les inconvénients, large gamme de matières. Tiens, je vois que mon PowerPoint a été mal relu. Donc, dans les inconvénients, il y a notamment la mise en œuvre, comme vous avez vu, qui nécessite donc des bacs de recyclage, des bacs de traitement, de nettoyage. Ce sont des poudres qui sont extrêmement fines, donc de préférence des équipements de protection individuelle, notamment des masques, et de préférence des atmosphères contrôlées avec une pression contrôlée, une température contrôlée, également une hygrométrie contrôlée, puisque ces poudres métalliques absorbent énormément l'eau. Donc c'est une technologie qui est quand même relativement difficile à mettre en œuvre, qui va produire, alors aujourd'hui c'est d'ailleurs un des sujets sur lesquels on travaille beaucoup dans cette technologie, mais des pièces poreuses, puisqu'on a des pièces qui vont atteindre environ 92 à 95% de densité de matière. Donc moins de densité de matière, c'est-à-dire moins de résistance mécanique par rapport à une pièce qui serait usinée ou moulée. Et cette porosité de la pièce, en fait, est un des sujets principaux aujourd'hui sur le binder jetting, puisqu'on envisage, donc, dans les liants, dans les cols qu'on projette, de les charger en nanoparticules de métal qui permettent, encore une fois, d'augmenter, ou alors qui réagissent chimiquement avec les premières poudres et le liant, et qui va permettre d'augmenter la densité des matières. J'ai pensé à vous faire un petit brief sur le marché de la fabrication additive. Non pas pour vous parler du marché de la fabrication additive, ça va être un brief très rapide, mais pour que vous puissiez comprendre quels sont les secteurs qui utilisent ces technologies et pourquoi faire. Donc, en premier lieu, un prévisionnel. 2020, c'était un marché global mondial qui réalisait environ 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec un prévisionnel pour 30 milliards en 2024, donc une croissance exponentielle. Une forte croissance sur globalement à peu près tous les secteurs du marché, que ce soit dans le service, que ce soit dans les matières utilisées, dans le hardware. C'est un marché qui aujourd'hui est en très forte croissance. Comme je vous le promets, ça ne va pas être très long concernant le marché. Par secteur d'activité, voilà ce que l'on obtient aujourd'hui en termes d'utilisation. Sur la gauche, ce sont les usages de ces secteurs d'utilisation. Ce sont les usages que nous, on constate chez Emotion Tech et Adimetal, notamment sur les machines que l'on a commercialisées. Quels sont les usages que nos clients en font? Alors, évidemment, sans doute, tout ce qui est automobile, aérospatial, l'industrie et même le médical, ce sont les premiers secteurs à utiliser ces technologies. Historiquement, ce sont également les premiers secteurs à utiliser ces technologies, puisque dès les années 90-2000, en fait, ce sont les secteurs qui utilisent la fabrication additive, historiquement plutôt sur de l'extrusion ou sur des polymérisations de résine. Aujourd'hui, depuis les années 2010, avec la démocratisation de la fabrication additive, on commence à avoir d'autres technologies apparaître dans ces secteurs d'activité, notamment les technologies qui travaillent sur les matières métalliques, que ce soit les lignes de poudre ou que ce soit par projection de matière. Donc chez nous, Emotion Tech, on observe dans l'aérospatial notamment du maquettisme et de l'outillage, des maquettes de prototypes ou de l'outillage pour de la chaîne de production. Donc on va imaginer des gabarits de positionnement, des gabarits d'outillage d'ergonomie sur les chaînes de production. Dans l'automobile, du prototypage aussi. Alors, je n'ai pas forcément le droit de vous citer nos clients à ce niveau-là. Pour l'aérospatial, si, on y reviendra un peu plus tard. Mais pour l'automobile, c'est concrètement du prototypage de pièces qui vont être intégrées après dans les habitacles de voitures. L'industrie est un terme large, mais on y retrouve beaucoup de maquettes, d'outillage, de prototypage et même, dans certains cas, de série, mais j'y reviendrai sur les cas d'usage un peu plus tard. Dans le médical, notamment, on se souviendra pendant le premier confinement, donc des outils de protection, des éléments de protection anti-projection, des outils pour les ouvertures de portes sans toucher au poignet, ce genre de choses, mais également des orthèses, des semelles orthopédiques ou des orthèses d'articulation. Dans le militaire, c'est la MCO notamment. La MCO, ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle des équipements. C'est un département dans l'armée qui s'occupe de maintenir tous les équipements, que ce soit des véhicules, que ce soit des outillages,
tous les équipements de l'armée en conditions opérationnelles, notamment quand, sur les théâtres d'opération extérieures, quand les armées partent en opération extérieure, il y a toujours un département MCO qui les accompagne, équipé notamment en machines de fabrication additive de chez nous d'ailleurs, pour la réparation sur place, sur site des matériels de l'armée. Et enfin, une grosse partie de scolaires et de particuliers également, en fait, scolaire pour l'apprentissage donc de la fabrication additive et de la CAO, donc la conception assistée par ordinateur. Ce sont vraiment les deux grands thèmes dans le scolaire. Par technologie, qu'est-ce qu'on observe? Hop là, pardon. Deux tendances. L'extrusion, donc qui est le segment de marché de Emotion Tech, qui est la technologie, comme je l'expliquais, qui était la plus robuste, la plus rustique également, la plus simple et la moins onéreuse, qui représente aujourd'hui 57% du marché, puisque c'est une technologie qui est quand même extrêmement modulaire aussi, et malgré sa faible précision, elle permet quand même une grande variété d'utilisation. Et autre chose que je voulais vous faire observer, c'était Powder Bed Fusion, donc c'est la fusion sur lit de poudre, c'est la fabrication additive métallique, 11%, et pourtant si on passe sur les graphiques d'à côté, on s'aperçoit que ces poudres représentent environ 80 à 90% en valeur du marché. Projection entre 2018 et 2028, quand le reste des autres technologies, et notamment l'extrusion, représente une infime part entre 15 et 20%. Donc clairement un engouement sur la fabrication additive métallique, mais surtout des technologies qui sont beaucoup plus chères à mettre en œuvre, que ce soit tant en termes de matière que de matériel. Donc maintenant, on va aborder assez rapidement les tendances, quelques tendances du marché, quelques tendances que nous, on observe en tout cas, que ce soit chez Adimetal ou Emotion Tech. Donc les tendances à venir pour les prochaines années, ça va être le développement des matières. Plus de matières égale plus d'usages différents, que ce soit sur les poudres métalliques, comme je vous disais, du 316L, mais aussi d'autres matériaux caractérisés pour être embarqués en vol, tels que l'inconel ou le titane. Mais même dans les matières thermoplastiques, puisqu'on va avoir de plus en plus de polymères, donc c'est des thermoplastiques assez génériques dans lesquels on va intégrer des fibres de verre, des fibres de Kevlar, des fibres de carbone, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou en tout cas augmenter les caractéristiques physiques de ces matières. On aperçoit aussi que c'est des technologies, donc dans les tendances, on s'aperçoit qu'il y a toujours une grande phase d'adoption, aujourd'hui encore une grande phase d'évangélisation à faire auprès des industries, puisque ce sont des technologies qui sont très facilement rentables, en fait, sur lesquelles on observe des retours sur investissement très rapides. Et pourtant, on observe encore que beaucoup d'entreprises, et même dans le numérique, la tôlerie ou la fabrication soustractive, qui auraient des synergies avec ces technologies, n'utilisent pas encore ou sont encore très peu équipées. L'augmentation des volumes utiles de fabrication, comme vous pouvez le voir sur les machines que vous connaissez actuellement, sont des volumes qui sont quand même relativement restreints. On va vers des volumes toujours plus gros, je vais voir pourquoi. Et l'amélioration des processus, en fait, sur toute la chaîne de valeur, que ce soit de la conception jusqu'à la mise en place ou la commercialisation pour les pièces de série. Quelles sont les tendances dans ces améliorations? Donc, les nouvelles matières, on va parler notamment des matières à usage spécifique haute performance, les PIC et les ULTEM, qui sont des matières qu'on rencontre très souvent dans l'aéronautique et dans le ferroviaire ou dans l'automobile. Ce sont des matières qui ont des très fortes résistances mécaniques, mais également des très fortes résistances à la température et qui permettent de faire des pièces structurelles et mécaniques. Également des pièces composites. Donc, comme je l'expliquais, ce sont des pièces plastiques dans lesquelles on va charger en fibres de verre, fibres de carbone, fibres de Kevlar, et qui vont augmenter les capacités techniques de ces matières. On parlera après également des TPU, qui sont des matières flexibles, toujours plus flexibles, et même voire de silicone aujourd'hui, puisque ça commence à arriver. En plus, c'est notamment Lengster, une société de Bayonne qui développe de la fabrication additive sur des silicones extrêmement souples. Voilà, donc une variété de matériaux de plus en plus importante, et notamment dans le FDM, qui malgré sa rusticité reste la technologie principale pour sa variété de matériaux disponibles. Je vais vous parler de retour sur investissement rapide. Si on compare trois technologies de fabrication, on a l'additive, donc l'impression 3D. Sur le graphique de gauche, vous voyez que c'est une technologie sur laquelle il y a peu de gains à faire sur la volumétrie des pièces que l'on va fabriquer. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui est relativement lente, que ce soit du métal, du plastique ou autre, c'est une technologie qui est très lente. Et donc, pour arriver à des volumes de pièces importants, en fait, on aura très peu d'économie d'échelle sur le volume. Contrairement, par exemple, à la technologie formatrice, donc en fait le moulage par injection, où là, effectivement, on a des économies d'échelle à faire sur les volumes, puisque le coût du moule va être amorti sur plus de pièces, et même sur le soustractif, tel que l'usinage, sur lequel, une fois que le programme est établi, en fait, on va quand même avoir des économies d'échelle au niveau du volume, mais économies qui vont se tasser. Donc, la fabrication additive se positionne très bien pour tout ce qui va être prototypage, pour tout ce qui va être de l'outillage de petites séries,
ou alors pour tout ce qui va être production en petite série, mais dans ce cas-là, on parle de production à très forte valeur ajoutée, parce que comme je vous l'expliquais, c'est des fabrications qui sont assez lentes, et il faut vraiment que l'amortissement de la machine sur une petite série se fasse, donc il faut vraiment que ce soit des productions à très forte valeur ajoutée. On va imaginer notamment des pièces embarquées en vol, des pièces mécaniques, métalliques de préférence, puisque ce seront des pièces qui pourront coûter relativement cher en usinage. Si on a besoin de flexibilité et de rapidité, ces petites séries seront intéressantes en fabrication additive. On a souvent le cas des entreprises qui commencent leur aventure dans la fabrication additive par généralement un stagiaire ou un employé qui, chez lui, a une machine, va ramener quelques pièces imprimées sur sa machine personnelle, notamment généralement de l'outillage. On va s'apercevoir qu'effectivement, c'est très intéressant. Un budget est débloqué pour l'achat d'une machine entre 2 et 5 000 euros. Cette machine est très souvent amortie très rapidement, puisqu'en fait, dès les premières séries ou dès le premier outil qui aurait été fait traditionnellement sur du soustractif à des tarifs beaucoup plus élevés, va être fait en quelques heures, en fait, quelques heures, quelques nuits en fabrication additive, et donc très rapidement, on a un retour sur investissement assez important. Toujours plus grand, dans les secteurs notamment de l'aéro, du spatial, du naval et du ferroviaire. Sur la droite, vous pouvez observer, c'est Zodiac, en fait, c'est Zodiac qui a fabriqué un modèle de Zodiac de bateau. L'idée, c'est qu'en une seule, on peut travailler sur des formes complexes. En une seule fois, on peut lancer en temps masqué des fabrications complexes qui vont nécessiter après par la suite du post-traitement ou des passes de réusinage dessus. Mais voilà, donc on a vraiment dans ces domaines, dans ces secteurs, une orientation vers toujours plus gros. On est, comme vous pouvez le voir, sur une machine 5 axes, en fait, sur un robot qui va déposer de la matière. Sur la photo d'en dessous, c'est une machine de chez Bigrep. Bigrep qui est un fabricant spécialisé dans les très grosses machines. On parle de mètres cubes. Et pourtant, fabriquer des grosses machines, ça a des contraintes. C'est pas si simple que ça, notamment sur le FDM, puisque c'est quand même la technologie qui s'y prête le plus. On va observer beaucoup de retrait. Donc le retrait, en fait, c'est le phénomène physique qui se passe quand on chauffe une matière. Il y a des jeux de dilatation, des phénomènes de dilatation mécanique et qui font que la pièce va avoir tendance la géométrie de la pièce va avoir tendance à évoluer et parfois même se décoller du plateau. Plus la pièce va être grande, plus ce phénomène va être visible, notamment quand on n'a pas d'enceinte fermée, ce qui est le cas de la photo d'en haut. La Bigrep, elle, offre une enceinte fermée pour thermoréguler son enceinte et limiter au maximum ce retrait. Sur ces technologies, on ne parle plus de... Alors, on est toujours sur du FDM, sur du dépôt de matière en fusion, mais ça n'est plus du filament, c'est du pellet ou du pelé. Le pelé, c'est la présentation originelle de la matière qui se présente sous forme donc, de granules, en fait. L'intérêt, c'est qu'il est beaucoup moins cher que le filament. Et l'autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler donc, sur de l'extrusion. Dans le filament, on travaille sur des extrusions qui vont jusqu'à 1 mm de diamètre. Avec le pelé, on va travailler sur des extrusions qui font 1 cm de diamètre. Donc, en beaucoup moins d'épaisseur de couche, on arrive à constituer l'objet beaucoup plus rapidement. Et enfin, dans les tendances que l'on voit, donc l'amélioration des processus, il y a un triptyque, un grand triptyque dans la fabrication additive, qui est le triptyque logiciel, matériel et post-traitement. Concrètement, la partie logicielle, aujourd'hui, on a de la conception et de la fabrication. Ce sont des logiciels qui sont séparés. Pour la conception, on va citer notamment SolidWorks, SketchUp, Rhino. Pour la fabrication, après, on a des logiciels qui sont autres, qui vont permettre en fait, de transformer le fichier conçu en langage machine. Et ces logiciels de fabrication sont souvent soit propriétaires, donc chaque fabricant de machine a son propre logiciel, soit open source et relativement complexe. Par la suite, tout ce qui va être planification des logiciels de commande et fabrication à la demande, donc ça va être de la fabrication à la demande, donc des logiciels qui vont permettre à l'utilisateur de lancer des productions à distance potentiellement, ce qu'on peut voir sur les fermes d'impression aujourd'hui. C'est un domaine qui est chez nous un peu moins enfin qu'on traite un peu moins puisque nous, les fabricants de machines, on ne fait pas forcément de service à l'échelle d'une ferme et donc à l'échelle de plusieurs centaines de pièces. Si ça peut vous intéresser, je vous donnerai des contacts par la suite sur les questions de fabrication à la demande. Sur la question du matériel, aujourd'hui, voilà, on a toujours la même problématique, vitesse, précision, matière. C'est toujours la vitesse au détriment de la qualité. La qualité au détriment de la vitesse, puisque plus on va vite, plus on vibre et moins on est précis. Donc aujourd'hui, les évolutions vont notamment sur des machines plus fiables, plus rapides. Alors la rapidité, ça peut se faire par des machines plus robustes, ça peut aussi se faire par des logiciels, avec des logiciels de fabrication qui sont plus intelligents, qui calculent mieux les chemins de fabrication. Mais également par de l'automatisation et des chargeurs d'outils.
Aujourd'hui, quand on imprime, on a une buse qui a un diamètre précis, 0,4 mm généralement. 0,4 mm va nous permettre de travailler certaines épaisseurs de couches, pas d'autres. Et bien, avec certains types de machines, on va pouvoir des chargeurs d'outils, donc automatiquement, la machine va aller chercher d'autres buses, plus grandes ou plus petites, pour travailler différents types d'épaisseurs de couches sur une même pièce, donc accroître les temps de fabrication. Et enfin, l'automatisation des lancements et des déposes. Aujourd'hui, on a toujours besoin de l'humain pour lancer la fabrication, préparer le plateau, et pour retirer la pièce imprimée, toujours besoin de l'humain. Et donc, on voit apparaître des fermes d'impression équipées de robots en fait, sur rail qui viennent récupérer et lancer de nouvelles impressions, positionner les plateaux vides au début et récupérer le plateau plein à la fin de l'impression. Pareillement, je pourrais vous citer quelques exemples au moment des questions. Et sur la troisième partie, le post-traitement, la fabrication additive, quelle que soit la technologie, du FDM jusqu'au métal, pas nécessité des post-traitements. Des fois, ça va être pour des bavurages, ça va être pour des questions d'esthétique de finition, notamment sur le FDM. On voit toujours, vous voyez sur la photo de droite, en bas à droite, on voit avant le traitement et après le traitement, on voit les couches superposées. Après traitement, qui est là, un traitement par solvant, elles disparaissent. On a également les tribofinitions qui vont permettre de nettoyer les pièces métalliques, et les galvanoplasties ou la métallisation qui va permettre de donner un aspect ou plaquer du métal sur des pièces plastiques pour donner un aspect plus esthétique. Donc ça, ce sont vraiment les trois technologies que nous, en tout cas chez Motion Tech, on utilise. Et chez Adimetal, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, ce sont vraiment les trois qui apparaissent le plus, puisque ces trois technologies vont permettre de travailler pour les solvants et les matières thermoplastiques, et pour la tribofinition, toutes les matières, que ce soit du thermoplastique ou du métal, ça va nous permettre de faire des post-traitements sur toutes ces matières. Un tout petit point sur les technologies. Emotion Tech FDM, Adimetal Binder Jet. Par matière. Donc aujourd'hui, sur la photographie de gauche, vous allez voir les différentes technologies, quelles sont les matières qu'elles travaillent. En termes de positionnement, la projection de matière que vous pouvez voir, la projection de liant que vous pouvez voir ici, donc c'est le binder jetting, celui de Adimetal, est une des technologies qui permet de travailler le plus de matières différentes, puisqu'on va travailler à la fois les thermoplastiques, mais également les métaux, les matières céramiques et les matières métalliques. Je vois d'ailleurs qu'il y a encore un autre petit bug sur ce PowerPoint, puisque c'est céramique et métallique qui doivent être inscrites ici. L'extrusion de matière, celle de Emotion Tech, par contre, est une technologie assez simple au niveau des types de matériaux utilisés, bien que, comme je vous l'expliquais, dans la gamme des thermoplastiques, on en a quand même une grande variété. Mais avec cette matière, on peut travailler donc que les thermoplastiques. Et très récemment, dans les matériaux métalliques, sont apparues des initiatives de BASF, notamment, qui développent un filament qu'ils appellent Ultrafuse, en fait, qui est un filament plastique, 10% de matière plastique et 90% d'inox 316L. Donc, c'est un filament qu'on va pouvoir travailler en extrusion classique avec des machines assez classiques, type celle d'Emotion Tech, Strateo. On va le déposer donc sous forme de couche, et après le dépôt sous forme de couche, on va l'expédier chez un friteur en Allemagne. Donc, c'est une société qui a des fours de fritage, qui va le passer en fritage et vous renvoyer en fait les pièces métalliques qui auront été libérées de leur liant thermoplastique. Donc, c'est une manière de faire de la fabrication additive métallique à bas coût, qui a les intérêts du bas coût du FDM, et qui par contre a ses inconvénients de précision et de qualité de la pièce finie. Sur la droite, je vous ai mis un autre, c'est mal, mais je vous ai mis un estimatif par coût en fait chez Sculteo. Sculteo, c'est une société qui fait de la fabrication à la demande sur pas mal de technologies différentes. Donc ça va du plastique jusqu'au métal. Et donc sur une même pièce, donc c'est une des pièces de conception de la Strateo. C'est une pièce qui mesure environ 5 cm de hauteur sur 1 cm de diamètre. Et donc sur cette pièce, voilà, vous avez une estimation selon les technologies, des coûts de production à partir de 500 pièces. Donc à partir de 500 pièces en thermoplastique, on va arriver à quelque chose comme 5,50 € l'unité. Quelle que soit la technologie de fabrication, le plastique sera moins cher. Dans un deuxième temps, on s'aperçoit que les technologies par photopolymérisation, donc ce sont les technologies de résine UV, sont des technologies qui sont beaucoup plus précises, mais un peu plus onéreuses. On va ranger entre 24 et 45 € selon le type de technologie. Alors la résine Polyjet est une autre technologie dans les résines un peu moins onéreuse, effectivement,
mais qui a d'autres contraintes mécaniques qu'on n'utilise pas forcément pour la mécanique. Mais globalement, plastique assez peu cher, résine un peu plus cher, et après les différentes technologies de fabrication additive métallique qui sont, elles, bien plus chères, et on observera dans ces fabrications additives métalliques, donc le filament métallique que je vous expliquais juste avant. Donc dans le FDM, on peut travailler avec le matériau notamment BSF, de l'extrusion de métal, 23,90 €, donc le moins onéreux de tous, et le projection de liant, donc le binder jetting, 25 € la pièce, donc également moins onéreuse que les autres technologies. Moins onéreuse pourquoi? Parce que comme on l'a vu précédemment, c'est une technologie où on peut optimiser en volume toute l'intégralité du plateau, et donc on peut faire des économies d'échelle sur les grands plateaux. Un comparatif général donc, de toutes les technologies métal et polymères. Donc ici, on retrouve le binder jetting, intérêt principal, donc sa capacité à produire en volume. Également, le coût des machines, puisqu'on s'aperçoit à la taille du rond vert que c'est une des technologies les moins onéreuses dans le métal. Et malgré tout, on conserve des résolutions qui sont relativement fines, puisqu'on travaille à moins de dizaines de millimètres, donc entre 20 et 100 microns. C'est une technologie qui est très précise, qui permet de faire des volumes et qui est assez peu onéreuse. Concernant les polymères, donc Emotion Tech, le FDM, technologie assez rustique, comme on le disait déjà précédemment, puisque c'est une technologie qui est des moins précise, une résolution qui va de 100 microns à 1 millimètre d'épaisseur de couche, qui est relativement lente, puisque aujourd'hui, c'est des technologies sur lesquelles il faut plusieurs heures pour pouvoir fabriquer une pièce. Plusieurs heures, c'est très bien quand on est une entreprise et qu'on fait des prototypes. Quand on est un particulier, c'est vrai que ça peut donner une notion de lenteur. Mais toujours est-il que ce sont par contre les machines les moins chères du marché, puisqu'aujourd'hui, on trouve des machines FDM pour moins de 400 €, jusqu'à environ 35 000 à 45 000 € pour les plus complexes. Et je vous propose désormais de passer au cas d'usage. Donc, ce sont des quelques cas d'usage que je vais vous présenter. Ce sont des cas qui ont été réalisés sur des machines Emotion Tech. Celui-ci, j'y reviendrai après. On va avancer un petit peu. Alors, le rover Persévérance par l'atelier de l'insolite, c'est un cas d'usage qu'on a fait avec une société toulousaine. L'atelier de l'insolite, en fait, produit l'ensemble des répliques à échelle 1 avec des fonctionnalités de la Cité de l'Espace à Toulouse. Donc, la Cité de l'Espace est un parc d'attractions à titre de vulgarisation scientifique et présente donc l'évolution de la conquête spatiale. Et dès qu'une nouvelle avancée, dès qu'un nouveau robot, un nouveau rover, un nouveau satellite est envoyé dans l'espace, la Cité de l'Espace va essayer d'en mettre une réplique en son sein. Et c'est l'atelier de l'insolite qui les fabrique. Et ils utilisent notamment donc, la fabrication additive pour différents usages, que ce soit la pièce finie, que ce soit des moulages silicone, comme vous pouvez le voir, fabriquer les négatifs. Toute une variété d'usages en fait autour de la fabrication additive polymère. Également de la fonderie aluminium. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est le moule qui va permettre de fabriquer les bandes de roulement du rover. Donc, qui ont été moulés. Il y en avait beaucoup à faire. Ils ont choisi de les faire en trois parties, et après de les mouler à l'élastomère. Donc voilà pour l'atelier de l'insolite. Donc c'est plutôt orienté maquettisme et production. On a différents secteurs d'activité qui utilisent beaucoup la fabrication additive extrusion, donc FDM, notamment dans le contrôle qualité. Nos clients font beaucoup d'outillage de contrôle. C'est vraiment une des premières d'ailleurs raisons de l'achat de ce type de matériel. Outillage de contrôle, de positionnement, des gabarits de pose. Comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est un outillage de contrôle en fait chez notre atelier qui lui permet de vérifier que les pliages sont faits correctement et que les perçages se retrouvent au bon endroit. Ce sont des gabarits de positionnement finalement. Gabarits de positionnement que l'on peut également voir sur des outils de posage, de collage dans l'automobile. Donc cette pièce imprimée en 3D en fait vient se caler sur une des parties de la tôlerie de la voiture en l'occurrence et vous offre des emplacements en fait pour aller positionner soit des autocollants ou soit des pièces à coller et pour les positionner exactement, positionner précisément.
On peut parler également de système de tri, puisqu'on a un client qui fait des bacs vibrants. Les bacs vibrants, ce sont des bacs qui permettent de positionner des objets d'une certaine forme, dans d'une certaine orientation. Typiquement, dans les usines de fabrication de bouteilles d'eau, les bouchons sont positionnés dans un bac vibrant. Le bac vibrant, en vibrant, va faire évoluer les bouchons dans un circuit, et ce circuit va permettre de positionner les bouchons dans une bonne forme, dans une bonne orientation, de façon à ce qu'après une machine puisse les prendre et les visser automatiquement sur la bouteille. Et donc, avec nos machines, ils fabriquent les cheminements des bacs vibrants, en fait, cheminements qui vont permettre d'orienter le bouchon. Également des gigs. Les gigs sont des systèmes de test. Chez nous, Emotion Tech, on fait beaucoup d'électronique, on fait notamment beaucoup de gigs électroniques. Donc le gig, en fait, quand on reçoit nos fabrications, puisqu'on conçoit nos électroniques, quand on les reçoit de chez le fabricant, on les met directement sur ce gig. En fait, on les positionne sur ce gros outil en plastique. Et dans ce gros outil en plastique, on va aller tester toutes les sorties de la carte. On va allumer des LED et faire tourner des éléments pour vérifier que toutes les fonctionnalités de la carte soient viables. Traditionnellement, ce sont des choses que l'on aurait fait en usinage. Notamment pour les outils de contrôle, cet outil-là. C'est quelque chose qu'on aurait fait en usinage sur des pièces en aluminium. On aurait peut-être payé quelques milliers d'euros. Là, on les fait en fabrication additive plastique, donc ça vaut quelques dizaines d'euros. Et ce sont des moules que l'on peut répéter, répliquer, réitérer dessus si on s'aperçoit qu'ils ne permettent pas de faire toutes les fonctionnalités ou qu'ils ne permettent pas de vérifier toutes les fonctionnalités. Donc vraiment, encore une fois, en termes de retour sur investissement dans le contrôle et la qualité, c'est vraiment nous le premier segment de notre clientèle. C'est là où on observe le plus rapidement les retours sur investissement. Dans le contrôle qualité, mais dans la production également, puisqu'on a des clients qui utilisent ces machines pour de la production. Des gabarits de formage. On a un client en région bordelaise, Cartonnage Larrey, qui fabrique des barquettes alimentaires ou d'autres types de contenants. Et il forme ces éléments sur des pièces traditionnellement usinées. Là, voilà, vous l'observez, c'est une pièce fabriquée en PETG. Pareil, pour un coût de quelques dizaines d'euros, en fait, donne la forme à la barquette sur la droite. Là, c'est finalement du formage. On fait également du thermoformage, des guides de perçage que vous pouvez observer ici, de façon à positionner les perçages que l'on doit faire sur une pièce. Donc, c'est tout un ensemble d'outillages de production que l'on fait traditionnellement avec d'autres méthodes de fabrication, que l'on va faire en FDM. Pourquoi? Parce que c'est moins cher et c'est aussi beaucoup plus rapide, beaucoup plus flexible. Et ça permet, s'il faut, de réitérer sur ces outils de façon à les faire évoluer avec le besoin. On peut parler également en moulage, donc de maître moule pour la fonderie au sable ou de moule à serre perdue, mais également de moule à injection que vous pouvez voir sur la droite. Et d'ailleurs, on va s'y pencher un peu plus précisément. C'est le dernier cas d'usage que l'on a fait en partenariat avec une société qui s'appelle Holymaker. Holymaker est un fabricant très récent, une start-up qui a 3 ans, qui est un fabricant de presses à injecter plastique de petite taille à la main. C'est une presse qui coûte environ 2 000 €, qui est vraiment fait pour du BE ou alors pour de l'éducatif. Toujours est-il qu'ils ont développé cette fameuse presse à injecter. Ils en ont vendu plusieurs milliers d'exemplaires. Et aujourd'hui, eux, ils font la presse, mais ils n'ont pas de solution pour la fabrication du moule. Et donc, on s'est rapprochés ensemble pour voir ce qui était faisable en FDM, en termes de moulage à injection. Puisqu'en fabrication métallique, que ce soit en Badarjet ou en fabrication métallique, on ne poserait absolument pas de souci. Mais on voulait savoir si un thermoplastique pouvait permettre de faire un moule à injection qui va être soumis à des problématiques de température, puisque le plastique pour injecter est très chaud, et également à des grosses pressions, puisqu'on injecte du plastique dans un moule relativement petit, donc très très forte pression. Il faut que mécaniquement ce moule soit viable. Donc on a développé ce moule par simplement une opération booléenne, c'est-à-dire que cette pièce que vous voyez là, en fait, c'est une des pièces que l'on a dans une de nos machines. C'est un support de caméra dans la Strateo qui doit mesurer environ 5 cm par 5 cm et 3 cm en profondeur. Donc ce moule, il fallait envisager donc, les points d'injection. Il fallait également envisager les angles de dépouille pour qu'on puisse le démouler. Et surtout, si vous l'observez ici en rouge, ce sont des filetages en fait qui nous permettent, nous, de visser après cette pièce à l'ensemble sur lequel elle est censée être intégrée. Donc, avec notre logiciel de 3D, on a récupéré une pièce, le modèle de 3D de la pièce originelle. On a fait ce qu'on appelle une opération booléenne, c'est-à-dire qu'on l'a positionné dans le bloc de matière et, par une opération logicielle, retirer la matière qui est autour de la pièce. Donc, il nous donne l'aspect vide du moule, l'aspect creux du moule. Et après, donc, on a inséré le point d'injection et envisagé les angles de découpe d'une face, puis de l'autre, d'une face A, puis de l'autre face de ce côté. En sortie de moule, nous obtenons ça. Alors, ce sont deux photos qui, paradoxalement, ne sont pas les mêmes. Celle de gauche, en fait, ce sont nos premiers essais de moule.
On peut observer notamment cette partie-là, la partie centrale, et sur cette petite partie-là, les deux petits picots que l'on observe là, c'était les filetages qu'on avait essayé d'intégrer pendant la fabrication, en fait, qu'on voulait mettre en fabrication additive aussi. Vous voyez, donc les deux filetages qu'on voit là, et la partie centrale ici, le perçage ici. Ce sont des filetages et on s'est aperçu en fait à l'injection qu'ils ne tenaient pas mécaniquement, ils ne tenaient pas la résistance, ils ne tenaient pas l'injection. Donc, dans une seconde passe, une seconde itération, on a opté pour ce système d'insert en fait. Donc, on a carrément inséré des vis pour maintenir un filetage AM3. Donc, ce sont des vis traversantes qui vont aller en fil de filetage dans le moule, qui vont remplacer ces deux plots-là. Et pareillement, pour le plot central, c'est un plot en cuivre qu'on a inséré au milieu, un tube qui était au diamètre exact de ce tube, et qui permet de s'affranchir de ces contraintes en fait, mécaniques à l'injection. En l'occurrence, ce que vous voyez là, c'est du nylon, du PA66, pardon, chargé en fibre de carbone avec un remplissage de 90%. Pourquoi PA66 chargé en fibre de carbone avec un remplissage de 90%? Parce que c'est une matière qui est très résistante et la charge en fibre de carbone augmente sa résistance à la température. C'est un matériau qui va avoir une transition vitreuse de l'ordre aux alentours de 190 degrés. Et nous, on va y injecter un PP, du polypropylène, à 200 degrés en sortie d'extrudeuse, 220 degrés en sortie d'extrudeuse, mais dès qu'elle rentre dans le moule, la température retombe aux alentours de 160, 170 degrés pour atteindre 140 degrés en fin d'injection. Donc il nous fallait un matériau qui tienne en température et le PA66 s'y prêtait bien. 90% de remplissage parce que forte densité, parce qu'il fallait qu'il résiste aussi à la pression du plastique injecté. Ces deux moules prennent environ 37 heures d'impression, 350 grammes de matière. C'est une matière un petit peu onéreuse. On estime qu'on est à peu près en 38 euros de matière pour l'ensemble de ces deux moules. 38 euros, qui est relativement faible, dans le sens où un moule, on aurait fait ce moule en usinage, en fabrication traditionnelle en soustractive, il nous aurait coûté entre 4 et 5 000 euros. Alors, c'est une technologie, comme vous pouvez le voir, c'est la fameuse presse injectée qui se prête, en tout cas la Holymaker, qui se prête bien à des petits moules, quelques centimètres, des pièces de quelques centimètres. Du coup, effectivement, envisager la fabrication additive par extrusion de thermoplastique pour ce genre d'usage peut avoir du sens. Et voici la pièce finie. La pièce finie est donc en polypropylène. C'est une pièce, donc, comme je l'ai expliqué, que l'on va intégrer sur notre imprimante 3D. Aujourd'hui, nous, on les fabrique en fabrication additive, donc sur nos propres machines. On met environ 15 minutes par pièce. Avec la solution Holymaker, on pourrait fabriquer environ 20 pièces par heure. Donc, beaucoup plus rapide, sachant qu'on est quand même sur une presse à injecter, pas artisanale, mais en tout cas pour particuliers, amateurs, on va dire. Imagine que si on utilisait ce moule sur une pièce industrielle, sur une presse industrielle, on irait beaucoup plus vite que 20 pièces par heure. Pièce fonctionnelle. Sur la droite, vous pouvez voir une de nos premières machines développées par Emotion Tech, la Prusa i3 Rework 1.5, qui à l'époque était également vendue en kit, comme je vous l'expliquais en début de webinaire. Et les pièces que vous avez sur la gauche, ce sont les pièces mécaniques qui contribuent à la structure, mais également aux parties mécaniques de cette machine. Donc, par exemple, le pied que vous voyez là se retrouve en 4 exemplaires aux 4 coins de la machine, pièces structurelles, mais également des pièces mécaniques, puisque tout l'extrudeur qui est ici, donc l'extrudeur, c'est la partie qui entraîne le filament, qui vient le chercher depuis la bobine, qui l'amène jusqu'à la buse, est également fait en fabrication additive. Les roues d'entraînement que vous voyez là, ce sont des pièces mécaniques qui ont un usage fonctionnel et que l'on fabrique donc du coup sur ces mêmes machines, puisque ce sont des pièces que l'on va itérer régulièrement, que l'on va faire évoluer très régulièrement, et du coup, ça nous évite de passer par l'étape moulage à injection, et notamment par un moule qui graverait, enfin, qui empêcherait après toute évolution future de nos pièces. Là, on a beaucoup plus de flexibilité si on veut itérer sur leur forme. On arrive bientôt au bout. Donc, c'est une technologie, comme je vous expliquais, qui permet de faire des petites séries également. Sur la gauche, vous observez un plateau de fabrication. Donc, ce sont encore les visières que l'on fabriquait pendant la première vague de confinement du Covid. Les visières de protection sur lesquelles après on venait fixer un transparent. On en a fabriqué plus de 5000 pour les personnels soignants. L'intérêt de ces machines, en fait, normalement c'est une vidéo que j'aimerais vous passer. Voilà.
L'intérêt de la nouvelle machine d'Emotion-Tech, c'est l'IDEX 420, c'est qu'elle travaille, comme je l'expliquais, en parallèle avec 2 outils, ce qui permet de gagner en vitesse de production. Donc, ce sont des technologies qui peuvent permettre de faire de la petite série, ou en tout cas, qui donnent de la flexibilité avant production. Si avant une étape moulage injection, on veut d'abord travailler sur une petite série ou quelques prototypes. Enfin, d'autres cas assez fréquents dans le design et maquettisme. Sur la gauche, le cas d'un de nos clients qui est flaconnier et qui présente généralement à ses clients, lui, des prototypes de ses conceptions et de ce qu'il envisage. Donc, permet de faire des prototypes à l'échelle 1. Et sur la droite, notre client dans l'aéronautique, comme je l'ai expliqué, nous sommes toulousains, Toulouse, grand berceau industriel aéronautique. Airbus, c'est aujourd'hui notre premier client. Ils sont équipés notamment avec les Strateo Dual et quelques IDEX également. Ils en font beaucoup d'outillage, comme vu, mais également c'est une maquette. Et ce que vous voyez là, c'est le Maverick. C'est un des derniers concepts sur lequel Airbus travaille, en fait, d'ailes volantes motorisées à l'hydrogène. Et ce modèle a été présenté par Tom Enders assez récemment. Il a été fabriqué sur une Dual 600. Donc, c'est une pièce qui, à l'échelle 1, mesure environ 1 mètre d'envergure. Une pièce qui est quand même assez grosse, fabriquée en ABS, sur lequel il y a un travail de carrosserie par la suite. Comme je vous ai expliqué, l'esthétique est quand même pas parfait, mais par contre, avec les post-traitements que l'on a vus précédemment, on peut faire des choses assez esthétiques par la suite. Nous arrivons en fin de ce webinaire à la partie questions-réponses. Je vous ai laissé sur la droite les différents contacts. Donc pour Emotion-Tech, ce serait mon associé Franck Ligori, qui est le responsable commercial. Vous pouvez également venir nous rencontrer, c'est avec grand plaisir qu'on fait visiter nos locaux et qu'on fait visiter notre chaîne d'assemblage. Évidemment, ça nécessite un passage à Toulouse, mais sachez qu'en ce moment, il fait très beau et qu'en termes de gastronomie, on n'a pas à rougir. Le contact de Adi Metal, donc Mohamed, un de mes associés, Guillaume, moi-même. Le numéro de téléphone qui n'est pas le même, qui est pourtant le même sur ce slide. Dans tous les cas, si vous téléphonez à ce numéro, vous pourrez également nous avoir. Et l'adresse qui, par contre, est la même, puisqu'on héberge Adi Metal dans nos locaux aujourd'hui. Je vais du coup rendre la parole à Stéphane. Et si vous avez des questions, je suis tout oui et tout à fait disposé à y répondre. Là, je te laisse quand même rester à l'écran, on va dire. Hein, Oui, donc, effectivement. Ma beauté. Voilà. Donc, moi, j'ai pu retenir les questions, donc, surtout sur les matières, en fait, utilisées. Alors, question, donc, peut-on, en fait, utiliser de l'aluminium et de l'acier? Alors, je pense de l'acier classique, basique, puisqu'on a parlé de 316L, donc acier inox. Donc, est-ce que tu as des informations sur ça, sur aluminium et acier, on va dire, basique? Tout à fait. Alors, concernant les aciers, c'est un petit peu différent de l'aluminium. Concernant les aciers, oui, il y a toute une variété d'aciers qui existent. Les seules contraintes qu'il faut qu'on ait, c'est qu'on ait des poudres qui soient sous la forme de poudre, et que ce soit des poudres avec une granulométrie qui soit contrôlée. Mais ça, aujourd'hui, tous les fabricants de poudre d'acier contrôlent leur granulométrie. Concrètement, pour l'acier, oui, c'est tout à fait faisable, quel que soit le grade d'acier. Chaque grade va avoir des caractéristiques mécaniques et thermiques un peu différentes, donc il va falloir mettre au point un process de fusion adapté au grade d'acier. Mais concrètement, si on peut faire du 316L, on peut également faire du 304, du 302, du S235, toutes les autres variétés d'acier. Il faut simplement mettre au point le procédé. En fait, le procédé, c'est simplement pendant quelle durée on va passer ces aciers en four de fritage, à quelle température et avec quelle montée progressive en température on va faire monter ces aciers. Mais oui, c'est faisable sur tous les aciers. L'aluminium est un peu plus complexe, puisque l'aluminium, déjà, de par sa nature, est un peu plus dangereux quand il est sous forme de poudre. Mais oui, l'aluminium existe aussi, pas forcément sur le binder jetting, mais ça arrivera aussi également. L'aluminium, c'est plutôt sur de la projection de matière. Alors, c'est une technologie qui est assez balbutiante, qui ne fonctionne en vrai qu'avec l'aluminium. Mais la projection de matière permet aujourd'hui de faire de la fabrication additive métallique aluminium. On est sur des technologies qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros. D'accord. Ok. Donc, je ne sais pas, là, dans l'immédiat, ta présentation était très riche. Donc, effectivement, il y a beaucoup de réponses qui ont été donc, évoquées.
Si quelqu'un désire à la limite prendre la main, lever la main, il n'y a pas de souci, on peut converser. Quoi qu'il en soit, de toute manière, vous allez recevoir donc de toute façon le PowerPoint et vous avez donc les contacts directs avec Monsieur Pérez. Est-ce que Sophie, tu peux prendre la parole et expliquer comment ça va se passer? Tu vas envoyer donc un petit courriel, etc., de façon à ce que nos interlocuteurs puissent savoir comment ça va se dérouler, la transmission d'informations. Oui, donc alors moi, il va falloir que je récupère la présentation de Monsieur Pérez. Après, je vais faire la petite compilation, puis je vais l'envoyer à tous nos participants. C'est-à-dire que vous allez recevoir, en fait, vous allez recevoir un message où on va d'abord vous inviter à me donner votre avis sur cette présentation. Et puis, en fonction, au retour, eh bien, j'aurai le plaisir de vous envoyer cette présentation. Et puis, bien évidemment, ce qu'on va bien vite vérifier avec notre équipe com, c'est la qualité de la vidéo de ce matin, pour pouvoir également vous envoyer soit en même temps, soit dans un deuxième temps, le lien vers la vidéo pour la voir, la partager, la revoir. Voilà. Oui, alors également, j'ai oublié de le mentionner, mais sur le site d'Emotion Tech, il y a de nombreux use cases, cas d'usage sur les machines. J'en ai sélectionné quelques-uns que je vous ai présentés, mais il y en a au moins une dizaine qui peut être intéressant que vous alliez voir concernant différents secteurs. Ok, ben, je remettrai aussi des liens. Mais je mettrai le lien sur le D'accord, super. Ok, ben, je crois que donc on a fait un grand tour sur cette présentation, sur ces outils, et je rappelle sur ces machines, j'insiste, françaises. C'est une fierté, vous savez, chez nous. Voilà. Donc, à être fier de ça, effectivement. Donc, pour les participants, donc, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire ce matin. Et puis, donc, sachez que nous sommes à disposition pour toute information concernant, naturellement, aujourd'hui, mais concernant aussi ce que j'ai évoqué en début et en introduction de parcours. Donc, merci à tous. Merci à Monsieur Pérez donc, pour cette présentation. Avec grand plaisir. On a eu bon contact, je crois, lors de l'aval virtuel, et voilà le résultat. Donc aujourd'hui, bonne présentation. Je vais donc demander aux participants, nous on va rester juste 5 minutes en relation, aux participants de pouvoir se déconnecter. Et encore merci pour cette participation aujourd'hui. Merci à tous.